Bonjour tout le monde. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui se sont connectés à ce webinaire, premier webinaire d'une longue série qui sera programmée l'année prochaine pour les suivants. Alors c'est un nouveau format pour ceux qui ont l'habitude, les séminaires du midi de l'École de santé publique. Nous commençons cette année, juste avant Noël, avec un premier thème qui est totalement d'actualité, qui vise à présenter des regards croisés sur les politiques de préparation et de lutte contre le Covid-19. Je pense que vous en avez déjà entendu particulièrement depuis quelques mois. Alors, c'est vrai que je voudrais insister, moi, sur l'aspect multidisciplinaire propre à la santé publique qui est repris dans le cadre de ce webinaire, mais des webinaires suivants. Il est vrai que confronter des approches de discipline, de regards qui a priori sont je dirais, individuels, sont indispensables pour une compréhension globale d'un problème, d'une situation. Et il est vrai que les multiples facettes qui sont envisagées visent à construire une connaissance critique, à une prise de recul, mais aussi d'avoir la possibilité de sortir de discours qui nous paraissent parfois bien cloisonnés, même en ces périodes, et surtout en cette période de confinement, de semi-confinement, de travail à distance, qui, a priori, nous remet dans une position de repli, certainement une tendance vers un repli, et donc avoir une vision peut-être monolytique. Donc c'est vraiment dans cette idée et je tiens à remercier la directrice du Centre de recherche en politique et système de santé, Santé internationale, Elisabeth Paul, et son équipe, de proposer ce premier regard croisé. Je voudrais remercier d'avance les intervenants et puis vous présenter, je dirais, le plaisir que j'ai d'avoir Céline Mailleux qui nous parlera de la première ligne, donc le Covid-19 en première ligne, avec un exposé intitulé « La recherche interdisciplinaire Beehive sur les modalités de collaboration et les conditions de travail des soignants et des intervenants sociaux ». Son intervention sera suivie par celle de Jessica Martini, qui nous parlera quel système de santé pour quelle sécurité sanitaire et présentera les résultats préliminaires d'une revue exploratoire de la littérature sur les liens conceptuels et pratiques entre système de santé et sécurité sanitaire. Cette présentation sera suivie par celle d'Elisabeth Paul, qui présentera un regard critique sur les processus de décision politique par rapport à la lutte contre le Covid-19 dans le monde. Et nous terminerons par une intervention d'Yves Copiters, présentant un regard critique sur la politique de santé publique de gestion de crise Covid-19 en Belgique. Donc sans plus attendre, et c'est vraiment avec plaisir, je vais céder la parole à Céline Mailleux, que je remercie d'avance, ainsi que tous les autres. Céline, la parole est à toi. Oui, voilà, je te remercie beaucoup Catherine et je tiens également à remercier Jessica et Elisabeth qui ont organisé ce séminaire. Je trouve que c'est vraiment une excellente opportunité, voilà, de croiser nos recherches actuelles sur le Covid. Donc l'élément que je vais vous présenter ici a trait à une recherche qui se centre en fait sur la première ligne. C'est une recherche en fait qui s'intègre dans le fonctionnement de la chaire Beehive, qui a pour objet principal justement le fonctionnement de la première ligne. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est le travail de ce qu'on appelle entre nous le WP4, un Work Package qui s'intéresse aux modalités de collaboration et aux conditions de travail des soignants et des intervenants sociaux, prioritairement donc en première ligne. Vous voyez en dessous qu'il s'agit effectivement d'une recherche interdisciplinaire. D'abord, les chercheurs... Excuse-moi, il n'y a pas de présentation de PowerPoint. Je pense qu'on a un problème technique. Excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que c'est très important.
Absolument, tu as raison. Donc, je pense que Florent, certainement, qui est à la réalisation, va pouvoir partager la présentation. Oui, non, il faut que tu repartages de ton côté parce que je n'ai plus accès. Très bien. Donc, vous voyez, nous sommes en apprentissage multipersonne et multidisciplinaire. Donc, dès qu'on voit la présentation de Céline, voilà. Céline, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, je disais une équipe de recherche interdisciplinaire donc, qui travaille déjà depuis 2 ans en réalité sur les questions de collaboration en première ligne et sur les conditions de travail en première ligne. Et bien entendu, le Covid a modifié aussi les protocoles envisagés et les thématiques. Et c'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je disais une équipe interdisciplinaire. À gauche, les 5 chercheurs. Léa Dibiadji de l'École de santé publique, Quentin Van der Hoogstad de la faculté de médecine, Fabien Defresne de l'HELP, Jessica Mélier de la faculté des sciences de la motricité, Dan Lecoq qui est engagé ici sur un contrat HELB mais qui est bien sûr aussi très connu au sein de l'École de santé publique, Marlène Karam de l'UC Louvain, Université de Montréal également, Anne Spinwin de l'UCL, Anna Bengoechea, donc ça, voilà, là ce sont les promoteurs principaux de la recherche, Anna Bengoechea de la faculté des sciences de la motricité, Jennifer Foucault de la même faculté, Marco Schengen de la faculté de médecine, et alors les 2 coordinateurs que sont Pierre Danse pour la haute école, Elia Prigogine, et moi-même donc pour l'école de santé publique. Donc une petite présentation de l'équipe, parce que vous allez voir que cette recherche comporte plusieurs axes, dont chacun se fait bien sûr le porteur principal. Il y a des thèses qui sont engagées, les personnes qui sont à la gauche de la présentation sont tous des doctorants, et donc c'est en fait, on travaille très collectivement, mais chacun a également un axe spécifique qu'il va creuser plus particulièrement. Donc la question principale et celle qui nous réunit, c'est la question de la façon dont la crise va affecter toute une série d'éléments. Alors, qu'a-t-on fait concrètement? Pendant cette crise, on a récolté des documents, procédures, consignes, newsletters, forums d'échanges au sein de la première ligne. Nous avons réalisé des entretiens auprès des professionnels, bien entendu. Alors, j'insiste sur le fait que nous avons rencontré des professionnels de différentes catégories. Donc, on a rencontré des infirmiers, des médecins, des aides à domicile, des kinés, des ostéopathes, qu'ils exercent en profession libérale ou en institution type maison médicale ou cabinet. Donc, avec l'idée de travailler sur différentes configurations organisationnelles également. Et enfin, des études de cas qui ont été réalisées dans certains lieux dans lesquels des innovations étaient mises en place plus particulièrement pendant cette situation de crise. Nous avons réalisé cette collecte de données dans 2 lieux différents, Hainaut et Bruxelles, pour pouvoir mener aussi une comparaison en termes de territoire. Et voilà, mon PowerPoint est bloqué. J'espère que de votre côté, vous continuez à le voir. Voilà, donc ça fonctionne à nouveau. Oui, donc dernier élément, c'est qu'on fonctionne selon une méthodologie dite de grounded theory, où finalement on procède par comparaison systématique des différentes situations, donc organisation libérale versus institution, Hainaut versus Bruxelles, et les différents métiers qu'on a pu rencontrer. Alors, quelles sont vraiment les questions de recherche que l'on se pose? Donc, premier axe, la question de la prise en charge des groupes en situation de vulnérabilité. Comment la situation de crise a-t-elle affecté cette prise en charge à la fois par des professionnels de la première ligne en santé, mais comment se coordonne-t-il avec aussi des professionnels de l'accompagnement social? Donc, c'est l'objet d'ailleurs de la thèse de Léa Dibiadji. Deuxième axe, c'est la question des modalités d'échange d'informations entre professionnels. Quels sont les outils, quelles sont les modalités, quels sont les dispositifs de collecte de données également qui sont développés actuellement. Donc, notamment les outils informatiques. Comment est-ce que aujourd'hui les professionnels de la première ligne échangent-ils entre eux et qu'est-ce que la crise a changé ou révèle-t-elle parfois aussi du mode de fonctionnement de la collaboration en première ligne?
Troisième axe important qui est porté donc par le doctorant donc Fabien Defresne sur la collaboration entre première et deuxième ligne. On sait que c'est quelque chose d'ailleurs qui a fait l'objet de pas mal de discussions, y compris sur le plan médiatique, hein, mais cette collaboration entre première et deuxième ligne, comment s'est-elle élaborée, mais comment a-t-elle évolué aussi au cours des différentes vagues, puisque c'est évidemment à la fois la crise a affecté cette collaboration, elle a aussi été l'occasion de révéler des fonctionnements préexistants de cette collaboration ou de cette non-collaboration, parfois aussi les freins hein, qui peuvent exister de la collaboration entre première et deuxième ligne. Alors, autre sujet porté cette fois par Jessica Mélier, qui travaille également dans notre work package, mais qui est à cheval avec un autre work package de la chaire Beehive, consacré, lui, aux patients en situation de complexité. Et elle travaille, elle, plus particulièrement sur les traitements des autres pathologies en situation de Covid, et en particulier des patients atteints de douleurs chroniques, la façon dont la crise va affecter leur prise en charge. Autre axe, la formation des professionnels de la première ligne en santé, dans le secteur de la santé et du social, comment elle a été affectée. Et là, c'est tout dernièrement que Dan Lecoq a rejoint l'équipe pour analyser plus particulièrement ces aspects. Enfin, des axes transversaux qui sont également portés par les promoteurs que je vous ai cités tout à l'heure, donc Anna Goetchea, Jennifer Foucard, Marco Schengen, Pierre Danse et moi-même. Ce sont des éléments qui sont plus transversaux, c'est finalement aussi comment cette crise va-t-elle affecter la répartition des compétences entre professionnels, comment celle-ci évolue-t-elle, comment des réorganisations ont-elles été réalisées, et comment également cette crise va-t-elle révéler, servir de révélateur à certains freins, hein, à des répartitions de compétences, à des modifications dans la répartition des compétences entre professionnels. Et enfin, la question du bien-être des professionnels. Et donc, j'enchaîne, donc comment a-t-elle évolué aussi au cours du temps? Donc, j'enchaîne directement avec quelques axes d'analyse. Donc, je vous ai dit que nous travaillons en ground des théories, c'est-à-dire qu'on élabore progressivement des hypothèses au fur et à mesure que le matériau est analysé. Donc, ce sont aujourd'hui des hypothèses qu'on va confronter qu'on va confronter aux nouveaux matériaux qu'on récolte au fur et à mesure également. Le principe de la ground des théories, c'est celui-là, c'est qu'on analyse au fur et à mesure, mais on complète aussi le matériel pour venir challenger les premières hypothèses qui ont pu être formulées. Et donc ici, je vais dire en quelque sorte en primeur, on vous présente quelques-uns des questionnements actuels de l'équipe. On en est vraiment à cette phase d'analyse et puis on va retourner sur le terrain. Alors, premier élément, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement, pour reprendre cette question de la modification des compétences, des répartitions des compétences entre métiers, manifestement des formes de modification des écologies professionnelles. Dans certains contextes, on va assister à un élargissement des compétences métiers. Donc, on va voir certains métiers qui vont acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles responsabilités au sein des équipes ou dans leurs interactions avec leurs homologues. Et dans certaines autres équipes, on va au contraire assister à un recentrage sur le cœur de métier, hein, avec finalement des tâches qui étaient prises en charge auparavant par certaines personnes qui vont être abandonnées, considérées comme plus périphériques, parce que la crise nécessite dans certains contextes de se recentrer sur le cœur de métier. Et donc c'est vraiment les questions de recherche qui nous guident, d'identifier dans quelles organisations, pour quels métiers finalement on va assister plutôt à un élargissement des compétences et dans quel contexte au contraire le focus, le recentrage sur le cœur de métier va s'effectuer. Deuxième questionnement et début d'analyse aussi, la question des conditions de travail. On constate dans les entretiens réalisés qu'il y a une augmentation de la part, alors en sociologie on parle de dirty jobs, c'est-à-dire toutes les tâches ingrates, les tâches qui sont mal reconnues, qui sont éventuellement pas rémunérées non plus, hein, et donc l'un des questionnements porte justement sur la façon dont ces tâches vont être réparties
entre les différents intervenants, entre les différents métiers, qui va prendre en charge ce dirty job et selon quel processus décisionnel. C'est également un élément qui fait partie des questionnements portés plutôt au sein de la chaire par Jennifer Foucard et moi-même. Conséquence aussi de la crise et puis de cette augmentation de charges plus générale qu'elle entraîne, on se pose la question également d'identifier quelles sont les formes d'épuisement professionnel, les modalités de prise en charge pour les personnels soignants qui sont prévus dans différents contextes et les impacts aux différents moments de la crise. Donc l'un des questionnements, c'est également est-ce qu'il existe des différences entre organisations en fonction des étapes de la crise également et qu'est-ce qui permet d'expliquer justement ces différences. Je disais tout à l'heure que Léa Dibiadji travaillait sur la question de la prise en charge des populations plus vulnérables, migrants et sans-abri en particulier, ont fait l'objet de modalités de prise en charge spécifiques. Et donc, un des questionnements qu'on a dans le cadre de l'analyse réalisée actuellement, c'est que finalement, la prise en charge des populations vulnérables va faire l'objet de dispositifs spécifiques, le plus souvent organisés en dehors du système de santé publique de première ligne classique. Donc, ça va être confié, par exemple, à des organisations humanitaires ou spécialisées dans l'organisation humanitaire. Et donc, l'un des questionnements, c'est d'identifier qu'est-ce que ça a comme impact sur notre système de santé, sur la façon dont il s'organise, sur la première ligne, disons, plus classique. Qu'est-ce que ça révèle aussi voilà, de son fonctionnement, le fait que finalement la prise en charge des groupes plus vulnérables va s'organiser essentiellement par des partenariats en dehors du fonctionnement de routine, dirions-nous, de la première ligne. La collaboration entre première et deuxième ligne, vous avez vu qu'il s'agissait également d'un des sujets sur lesquels le groupe de recherche travaille. Ici, dans les premiers constats réalisés, ce qu'on a pu analyser, c'est que en première vague, dans un certain nombre de contextes, la collaboration entre première et deuxième ligne, par exemple entre maisons de repos et hôpitaux, a fait l'objet de solutions ad hoc. On a essayé de trouver des solutions particulières finalement et pas toujours très formalisées non plus, avec des solutions de fortune parfois pourrait-on dire qui ont été trouvées. Et la question qu'on se pose dans la deuxième phase, c'est d'identifier si on va assister, on sait qu'il y a des mesures qui ont été prises aussi parfois au niveau politique pour avancer dans des formes de structuration et de formalisation plus fortes de ce rapport entre première et deuxième ligne pour éviter voilà, les blocages qui ont pu être constatés en première vague. Donc on observe ça de très près également, et c'est Fabien Defresne qui est plutôt le chercheur principal, disons, sur ce volet-là. L'impact sur les outils informatisés d'échange d'informations qui fait l'objet de la thèse de Quentin van der Hoogstad, et donc dans les premières constatations opérées, donc on constate, comme beaucoup d'entre vous, certainement une accélération justement de la mobilisation d'outils informatisés. Les réseaux de santé font partie de ce type d'outils qui va connaître une forme d'accélération assez forte, à la fois dans leur utilisation par les usagers et par les professionnels eux-mêmes. Parfois aussi un élargissement, plus de professionnels aussi sont impliqués dans certains de ces outils informatisés. Donc pour nous qui travaillons sur la question de collaboration, c'est essentiel d'aller voir ce que la crise va changer et à nouveau de quoi est-elle le révélateur, parce que parfois il y a quand même aussi des barrières qui sont mises à l'accès. En fonction de quoi sont-elles pensées? C'est vraiment des révélateurs de ces répartitions des compétences, des tâches entre métiers aussi. La crise est l'occasion de l'observer. Sur la prise en charge des douleurs, je vous ai dit que Jessica Mélier travaillait avec Anna Bengochea sur cet aspect-là. Donc la prise en charge des douleurs qui reste très mentionnée par les patients, mais qui est relativement identifiée comme une priorité par les professionnels. Et alors enfin, je termine par ce dernier aspect concernant, pour faire le lien aussi peut-être avec les interventions maintenant de Jessica et puis d'Elisabeth, les impacts sur l'action publique, parce qu'on a, dans les données que nous avons récoltées, on s'est également intéressé aux liens qui pouvaient exister entre les organisations professionnelles et la décision politique.
Comment est-ce qu'il y a une articulation à certains moments et parfois, au contraire, plutôt une séparation entre les différentes organisations professionnelles et la décision politique. Et donc, on analyse l'évolution de la concertation avec les organisations et les groupes professionnels concernés. Et par exemple, voilà, Marco Schengen, lui, travaille plus particulièrement sur cette évolution concernant les organisations professionnelles des médecins et la façon dont elles sont entendues, dont les relais sont faits avec la décision politique. Et voilà, j'en termine là. Je pense que la séance de questions-réponses, de toute façon, est commune et prévue après. Donc, je cède volontiers la parole à Jessica. Merci Céline. Je vais lancer le partage. Bonjour à tous et tous. Donc, vous voyez mon PowerPoint, juste pour être sûr que tout est en ordre. Oui, pas de problème. Oui, ok, d'accord, parce que je vois rien. Ok. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Donc, merci Céline. Donc, dans mon intervention, je vais présenter plutôt les résultats préliminaires d'un autre projet, donc d'une revue de la littérature à laquelle j'ai eu le plaisir de participer récemment et qui a porté sur les liens entre système de santé et sécurité sanitaire. C'est une revue qui a porté évidemment surtout sur des articles, en majorité sur des articles écrits avant la crise du Covid, mais dans les résultats me semblent révélateurs des éléments qui peuvent expliquer en partie la faible préparation des pays, notamment du Nord, à faire face à cette épidémie. Et ce sont des résultats qui nous invitent à réfléchir aussi à la question que j'ai posée ici d'emblée, donc de savoir quel système de santé voulons-nous pour quel type de sécurité sanitaire. Donc, brièvement, concernant cette revue de la littérature, donc, elle a été pilotée par le professeur Gareth Brown de l'Université de Leeds et il y a été associé également deux autres chercheurs, le Dr Jem Babbage de l'Université de Leeds et Jim Young Brenton Hume de l'Université de Sydney. C'est une revue qui s'inscrit dans un projet plus large d'appui à l'Organisation mondiale de la santé, appui au développement d'un cadre permettant de faire mieux les liens, d'intégrer la réflexion autour des systèmes de santé et la réflexion autour de la sécurité sanitaire. Ces deux domaines ont été étudiés et développés jusqu'ici de manière souvent parallèle, avec d'une part tout le travail qui a été mené autour des systèmes de santé conceptualisés par l'OMS comme étant composés par 6 piliers, et donc toute la réflexion autour du renforcement des systèmes de santé dans une approche systémique et orientée vers les biens communs pour la santé, et d'autre part, tout le travail autour de la sécurité sanitaire, entendu comme l'ensemble des activités proactives et réactives nécessaires à minimiser le risque et l'impact d'événements de santé publique pouvant mettre en péril la santé des populations au niveau transfrontalier et international. Donc, un travail ici qui a été mené surtout autour de la mise en place du règlement sanitaire international et de la réponse aux urgences et désastres naturels. Donc, cette revue exploratoire visait à mettre en évidence l'état des connaissances autour des liens que la littérature fait entre système de santé et sécurité sanitaire. Nous voulions en particulier comprendre, voir quels éléments étaient des systèmes de santé étaient le plus mis en avant pour favoriser la sécurité sanitaire et identifier quelques exemples pouvant démontrer comment le renforcement d'un système de santé peut améliorer la sécurité sanitaire. Sans rentrer dans les détails méthodologiques, mais donc c'était une revue qui s'est concentrée sur les articles revues scientifiques, revues par les pairs, écrits en anglais et publiés entre ces 20 dernières années, et qui se sont focalisés sur le contexte des pays donc national, de pays à faible, moyen et haut revenu. Et donc au total, on a collecté 203 articles. Donc l'idée ici, c'était de présenter quelques résultats en y associant chaque fois quelques éléments qui peuvent alimenter la réflexion et lancer le débat.
Donc, une première tendance dans la littérature a été l'attention ciblée sur les maladies infectieuses. Donc, sur les 203 articles qu'on a récoltés, plus de la moitié abordait la question de la réponse et de la préparation à la propagation donc de maladies infectieuses. Donc, en particulier, toute une littérature consacrée à la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Donc, cette crise d'Ebola en particulier a été l'occasion de réfléchir aux faiblesses des systèmes de santé de ces contextes dits fragiles, mais aussi de remettre en question des éléments de la gouvernance mondiale de la santé, la manière dont l'OMS a répondu à la crise d'Ebola, la manière dont les partenaires internationaux ont réagi. Loin derrière, mais donc deux autres thématiques qui reviennent sont la question des risques biologiques et chimiques et la question des désastres naturels, donc aussi des événements ponctuels, des crises aiguës qui défient les systèmes de santé et les sociétés à un moment donné. Par contre, beaucoup moins d'études portaient sur des questions de santé plus récurrentes, nécessitant des réponses de plus long terme, comme des questions liées à la santé maternelle infantile ou la question des maladies non transmissibles. À ce dernier propos, donc, on a récolté uniquement seulement 4 articles dans lesquels les auteurs dénonçaient cet écart entre le fait que ces maladies représentent aujourd'hui, sont parmi les causes principales de morbidité et mortalité dans le monde, et le fait qu'il y a très peu d'attention et d'investissement pour leur prévention et leur contrôle. Donc, ce premier résultat du contenu abordé dans la littérature nous amène donc à la question, en première question, donc de la faible attention portée en analysant ces liens entre système de santé et sécurité sanitaire, à la question donc des systèmes de santé de routine, on pourrait appeler des systèmes de santé de routine, hors crise. Donc, il y a très peu de littérature qui analyse les liens entre système de santé et sécurité en abordant la question de la lutte contre les maladies non transmissibles ou la coordination des services ou la mise en place de soins de santé primaire, etc., dans une vision de plus long terme, donc hors crise. Deuxième, en lien avec ces premières tendances, un deuxième résultat est que la couverture principale, donc la couverture géographique de la majorité de la littérature, porte sur les pays à faible et moyen revenu. C'est ce qu'on voit ici dans le graphique. Presque la moitié des articles portaient explicitement sur ces pays à faible et moyen revenu, contre seulement 17% uniquement sur les pays à haut revenu. Il y avait aussi un certain nombre d'articles qui proposaient une comparaison internationale entre des pays de différents revenus. En particulier pour les articles qui avaient un focus géographique explicite, la majorité portait sur les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est cohérent avec le fait qu'il y avait une forte attention pour la crise d'Ebola. Et donc, ces articles réfléchissent notamment à comment on peut intervenir pour renforcer les systèmes de santé fragiles, considérés comme fragiles, pour qu'ils puissent détecter des foyers épidémiques et limiter leur propagation. Et donc, dans cette même tendance, quand on regarde aux articles écrits, et donc l'idée qui émerge tout d'abord, c'est cette conception du risque de la sécurité sanitaire comme provenant surtout de l'extérieur, donc le Sud comme potentielle source d'insécurité sanitaire pour les pays du Nord. Et donc, effectivement, quand on regarde le contenu des articles spécifiquement consacrés aux pays du Nord, l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis ou des pays européens, ces articles discutent comment limiter la propagation de maladies venant de l'extérieur, Ebola ou Zika par exemple, analyse la préparation de services de voyage ou la mise en place de services au point d'entrée, les frontières, donc les ports, les aéroports, ou des interventions mises en place à l'international. Donc, surtout des interventions frontalières et internationales plutôt que des interventions sur les systèmes de santé nationaux des pays du Nord. Troisième élément, donc de manière plus générale, on constate également un focus sur des capacités techniques de réponse aux urgences aiguës. Donc, si on reprend ici les piliers d'un système de santé tel que défini par l'OMS, l'attention est portée sur la capacité du système d'information sanitaire et des ressources humaines à collecter et analyser des données pour la surveillance épidémiologique. Donc, un certain nombre d'articles qui présentent des programmes mis en place avec l'appui, par exemple, du CDC américain pour renforcer la formation en épidémiologie dans des pays d'Afrique subsaharienne. En lien avec cette surveillance, les articles discutent aussi la capacité des laboratoires à fournir des services de dépistage et de diagnostic. En termes de médicaments, on s'attarde surtout sur des solutions curatives et notamment donc, tout ce qui est production, stockage, approvisionnement de vaccins.
En termes de gouvernance, systématiquement revient l'importance de développer des plans de développement, des plans d'urgence et de plans de préparation à la gestion des crises, avec des financements qui sont ciblés sur des questions spécifiques. Donc c'est ici un tour assez rapide des éléments d'un système de santé qui sont mis en avant dans la littérature. Mais donc ce qui émerge, c'est surtout un système de santé d'urgence conçu dans une vision de la sécurité sanitaire comme étant quelque chose d'exceptionnel et de court terme. Donc tous ces éléments sont aussi importants, sont nécessaires dans la gestion d'une crise. Hein. On en entend beaucoup parler aujourd'hui en étant en plein dans la gestion d'une épidémie. Mais ce débat met dans l'ombre finalement un autre débat qu'on aurait dû mener avant que la crise ne survienne, le débat autour de la prévention et des actions qu'on peut mettre en place pour renforcer le système de santé avant qu'une crise ne survienne et pour préparer ce système à réagir en crise. Donc, le jour où la crise survient sans compromettre ses fonctions générales. Et c'est ce type de débat met aussi dans l'ombre tout ce qu'on appelle le software d'un système de santé, tout ce qui est question de pouvoir, représentation, intérêt des acteurs, comment les acteurs interagissent, interviennent, comment les processus se mettent en place. Donc, un débat plutôt technique au détriment d'un débat plus humain et sur des questions plus politiques. Quid finalement donc d'une vision systémique, préventive et de long terme? Dans notre revue de la littérature, on a aussi trouvé un certain nombre d'articles qui analysaient les liens entre système de santé et sécurité sanitaire en sortant de la vision et d'exceptionnalisme que je viens de présenter. Il s'agit toutefois d'une minorité des articles qui soutiennent cette vision que j'appelle de vision systémique, préventive et de long terme. Ces articles aborde au fait cette question des liens entre système de santé et sécurité sanitaire en traitant en particulier de deux sujets qui dans la littérature sont si souvent étudiés de manière un peu parallèle, la question de la résilience et la question de la couverture universelle de santé. Donc pour ce qui est de la résilience, on pourrait dire beaucoup de choses, mais donc ici, ce que je trouvais intéressant, c'est la distinction que certains auteurs, notamment Gilson et Baraza, font de trois types de résilience. La résilience planifiée, donc la préparation d'un pays, d'un système de santé à planifier, donc à préparer la gestion d'une crise. La résilience adaptative, donc la capacité à s'adapter, à absorber, à répondre des chocs au moment où la crise survient, et en résilience de tous les jours, donc la capacité à absorber et à maintenir des fonctions de base, les fonctions de base d'un système de santé suite à des chocs qui sont un peu chroniques ou d'une situation plus normalisée. Et donc évidemment, c'est un travail autour de ces trois types de résilience qui permettent d'avoir un système de santé qui est capable d'agir à tout moment, ou de répondre en tout cas, de s'adapter en fonction des différentes situations. Un autre élément intéressant que je trouve dans la littérature autour de la résilience, c'est que cette capacité d'adaptation, relève d'une adaptation, implique une adaptation qui est créative et de transformation. Donc il ne s'agit pas juste d'intervenir pour revenir en arrière, hein, pour retourner à la normalité d'avant-crise, mais il s'agit d'intervenir pour sortir de la crise transformée et arriver à une nouvelle normalité dans laquelle le système de santé et la société sont plus forts, hein, donc meilleurs qu'avant. Pour ce qui est du deuxième volet, donc la couverture universelle de santé, donc ces articles abordent aussi une vision plus globale, donc ils font des liens entre système de santé et sécurité sanitaire dans une vision plus globale, et en particulier c'est une vision qui considère cette atteinte de la couverture universelle, donc autant en termes de couverture financière, mais aussi en termes d'accessibilité aux services et de soins de qualité. Donc l'atteinte de cette couverture est vue comme un moyen de favoriser autant la sécurité épidémiologique que la sécurité financière et la sécurité dans les soins. Donc c'est une vision qui permet de concilier finalement la sécurité sanitaire individuelle de chaque individu et la sécurité sanitaire collective au niveau d'un pays, et donc de mettre surtout la première au service de la deuxième, c'est-à-dire considérer les efforts pour renforcer le système de santé et répondre aux besoins de services de santé des individus comme un moyen pour mieux se préparer et mieux renforcer la capacité de gestion pendant une crise. C'est intéressant que c'est une vision qui a été surtout mise en avant par des pays à moyens revenus, en particulier, par exemple, un pays comme la Thaïlande, qui aujourd'hui sont affichés comme des pays qui ont su mieux réagir à la crise du Covid en termes de mortalité et de morbidité. Dans les deux cas, en fait, ces deux visions donc de résilience et de couverture universelle permettent, incitent
à intégrer donc des actions d'urgence et de routine. Donc, c'est pas un système de santé contre un système de santé d'urgence, c'est pas la sécurité sanitaire contre le système de santé, mais c'est plutôt donc intégrer ces deux pôles, en fait, hein, ces deux priorités. Donc, pour conclure, donc ce sont ici des résultats préliminaires. Il y aura une revue systématique qui va approfondir cette analyse par la suite. Mais donc, je trouvais, en faisant cette revue, je trouvais personnellement les résultats assez interpellants quand on voit la manière dont la crise du Covid est gérée aujourd'hui, notamment dans les pays européens. C'est une crise qui a mis en évidence toute la faible préparation et résilience des pays du Nord. Hein. Donc, on a vu une forte attention sur la fragilité des systèmes de santé des pays du Sud, mais quid de la préparation et des capacités des pays du Nord. C'est une maladie, donc le Covid, c'est une maladie que plusieurs observateurs définissent aujourd'hui de pandémie syndémique. C'est une maladie infectieuse, mais qui est d'autant plus redoutable pour des personnes qui ont des maladies chroniques ou des groupes particuliers, socio-économiques particuliers. Donc, d'où l'importance de pouvoir avoir un suivi thérapeutique correct de ce type de pathologie et de s'attaquer aussi aux déterminants sociaux de la santé en temps normal, on va dire. Et donc, je trouve finalement que cette crise nous ramène à la question que je posais au départ, quel système de santé? Ça nous invite à refonder un petit peu ces systèmes de santé pour arriver à cette intégration finalement dont je parlais entre un système de santé d'urgence et un système de santé de tous les jours, et donc faire en sorte que l'un ne prime pas sur l'autre, mais qu'on arrive aussi à réfléchir à comment soutenir le système de santé tous les jours pour qu'il puisse fournir les meilleurs services de santé et produire un meilleur état de santé de la population, tout en sachant mieux préparer les pays à la gestion de crises éventuelles. Donc, j'en arrive à la fin de ma présentation. Merci pour l'écoute. Je reste disponible pour les questions par l'après, et je passe la parole à ma collègue Elisabeth Pohl. Merci beaucoup, Jessica. Bonjour à tous. Je vais à mon tour partager mon écran. Voilà. Alors, pour ma part, je vais un petit peu prolonger, disons, la réflexion de Jessica en posant un regard critique sur la manière dont les politiques de lutte contre le Covid ont été élaborées à travers les processus de décision politique. Alors, les sources de ma présentation sont à trouver dans deux articles que j'ai écrits en collaboration avec quelques collègues, dont le fameux Garrett Brown, qui a aussi travaillé avec Jessica précédemment. Donc, un premier paru en avril dans le BMJ Global Health et un second qui est sorti il y a quelques semaines dans le International Journal of Health Policy and Management. Donc, ces deux articles, en fait, partent d'une série de constats de base que nous partageons. Hein. Comme vous le savez tous, la crise de Covid-19 a causé des réactions sans précédent dans le monde, mais dont la plupart ont été adoptées dans l'urgence, sans qu'il y ait une réelle préparation, comme l'a expliqué Jessica. Alors, par ailleurs, les réponses à cette crise de Covid ont en quelque sorte oublié ou éradiquer, disons, les autres problèmes de santé, les autres conditions, les autres déterminants de la santé. On remarque que dans le cas du Covid, c'est vraiment ce qu'on appelle le paradigme pasteurien qui domine, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur une seule maladie causée par un pathogène, et donc on cherche une solution spécifique pour répondre à cette pathologie. Alors, comme Jessica l'a expliqué, on constate aussi un manque de préparation et une insuffisance de la gouvernance, notamment parce que la gouvernance des systèmes et des politiques de santé est très fragmentée, que ce soit au niveau mondial, avec une organisation mondiale de la santé qui n'est pas très en position de force et qui a beaucoup de concurrence par d'autres institutions internationales, et au niveau national, particulièrement en Belgique. À mon avis, mon successeur Yves Copiters en parlera. Alors, on se rend compte aussi que les mesures qui ont été adoptées sont un peu ce qu'on appelle one size fits all, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes mesures qu'on fait copier-coller de pays en pays. En fait, quand on regarde ce qui est adopté à l'heure actuelle, on a en quelque sorte beaucoup copié sur la réponse initiale à l'épidémie en Chine.
et ceci quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Et puis, on constate également que les systèmes de santé locaux ont en quelque sorte aussi été oubliés, qu'on a eu des réactions très techniques et très centralisées qui n'ont pas nécessairement exploité toutes les forces des systèmes locaux de santé. Alors, par ailleurs, à côté de ça, la base de preuves, les bases de preuves sur le Covid-19 évoluent très rapidement. C'était une maladie inconnue il y a 9 mois. Maintenant, on connaît beaucoup plus de choses sur cette maladie. Et on constate également que les profils de contamination et de mortalité sont très hétérogènes entre les pays et au sein d'un pays, entre les types de populations. Donc voilà un petit peu nos constats de base. Alors, je voudrais rappeler, avant de procéder à mon analyse critique, quelques principes généraux de la planification stratégique et de la santé publique, qu'il est toujours bon d'avoir en tête. Donc, tout d'abord, il faut savoir que de façon générale, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Ici, dans le cadre de la crise du Covid, on est face à un problème extrêmement complexe. Et donc, on peut s'attendre à ce que les solutions soient complexes, évolutives et non pas simples. Alors, par ailleurs, il faut toujours faire un compromis quand on prend une décision politique entre les bénéfices directs qu'on espère de ces mesures, de ces politiques, et tous les coûts, les risques et les effets indirects qu'elles vont causer. Toute mesure aura des risques et des effets indirects qu'il est important de mettre en balance quand on prend la décision d'implémenter une mesure. Alors dès lors, ça c'est vraiment les principes de décision généraux en santé publique en particulier et en politique publique plus généralement. Il faut se baser tout d'abord sur une bonne analyse de la situation dans son contexte, parce que tous les contextes sont différents. C'est important de bien comprendre ce qui se passe dans le contexte, et c'est bien aussi, c'est important de prendre aussi en compte les solutions, les différentes solutions possibles, mais leur adaptation dans chaque contexte, parce qu'en effet, une mesure pourra être adaptée à un certain contexte, mais pas nécessairement à un autre. Alors, autre principe de base de la prise de décision politique, c'est la transparence sur les critères de décision. Il n'y a jamais une décision qui respecte tous les critères d'optimisation qu'on souhaite. Il faut voir si on va privilégier, par exemple, l'équité ou l'efficience, l'efficacité, les impacts à long terme, etc. Donc, c'est toujours très important d'être transparent sur quels sont les critères qui font qu'on va choisir une mesure plutôt qu'une autre. Et enfin, comme l'a souligné notre présidente de l'école de santé publique en introduisant ce webinaire, c'est très important d'avoir un dialogue inclusif et multidisciplinaire parce que dans un problème complexe, il y a différents points de vue, différentes perspectives à prendre en compte et avoir croisé différentes disciplines, ça permet de sortir des pièges épistémiques, si vous voulez, de chaque discipline et d'arriver à une décision qui est plus adaptée au contexte. Alors, dans l'immense majorité des pays du monde, on se rend compte que ces principes de bonne décision politique en santé publique n'ont pas été respectés. Nous allons le voir en particulier lié à la politique de Covid. Alors, donc, dans le cadre de nos deux articles dont je vous ai parlé, nous avançons le fait qu'il est vraiment nécessaire d'adapter les politiques à l'évolution des connaissances. Donc, comme je l'ai dit, le SRAS-CoV-2, la Covid-19 ne frappe pas ni tous les pays, ni tous les gens de la même façon. En fait, le SRAS-CoV-2 est un virus qui est modérément infectieux et quand il est arrivé ici en Europe au début du mois de mars, ça a été un petit peu la panique à bord parce qu'on partait sur des bases de taux de létalité basés sur des case fatality rate, donc le taux de mortalité lié au cas assez élevé, de l'ordre de 3,4%. Mais maintenant, on sait beaucoup plus de choses sur ce virus et sur cette maladie. En fait, les estimations les plus récentes, basées sur des modèles différents et un petit peu complexes, estiment le infection fatality rate, donc le taux de mortalité lié à l'infection, entre 0,23 et 0,79%. Mais ça, c'est des moyennes, parce qu'il y a d'énormes variations selon l'âge et selon les comorbidités. En fait, selon l'étude de Ioannidis, publiée dans le bulletin de l'OMS, pour les personnes en dessous de 70 ans, le taux le infection fatality rate n'est que, entre guillemets, de 0,05%.
Par ailleurs, les taux de mortalité liés au Covid-19 ne sont pas nécessairement des indicateurs très utiles au sens des comparaisons internationales, parce qu'il y a des grandes différences de comptage, de détection, etc. Donc, ce qui est important de voir, c'est la mortalité excessive liée au Covid et aux mesures qui sont également prises. Et cette mortalité excessive est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Il y a des pays, comme par exemple l'Allemagne, qui n'ont connu pratiquement aucune mortalité excessive, même dans le cadre de la première vague de Covid au printemps. Et vous avez d'autres pays, comme les États-Unis, qui ont une mortalité excessive supérieure à la mortalité Covid. Et on estime, selon un article que j'ai lu récemment, que pas moins du tiers de la mortalité excessive est liée aux mesures qui ont été prises et non pas au Covid lui-même. Donc, en fait, cette maladie, on a fait beaucoup paniquer quand elle est arrivée, mais la mortalité est moindre qu'initialement craint et on connaît très bien les populations vulnérables. Il y a vraiment des profils de sévérité de la maladie qui sont communs entre tous les pays et qui sont stables. Par ailleurs, un autre argument que nous avançons, c'est comme Jessica l'a mentionné quand elle a parlé de syndémie. Syndémie, c'est quand il y a une épidémie de plusieurs conditions de santé en même temps. On se rend compte que seulement certains types de personnes risquent de développer une forme sévère de Covid-19 et donc il y a un rôle très important d'une part des comorbidités, donc les maladies non transmissibles, et d'autre part des déterminants sociaux qui sont aussi à l'origine des comorbidités. Et dès lors, nous avançons qu'il est important, si on veut faire une bonne politique efficace, efficiente de lutte contre le Covid, il faut distinguer l'exposition au virus, mais de l'infection par le virus et du fait de développer une maladie au Covid-19. Donc il est important de faire la différence entre le SRAS, donc l'infection, et la maladie Covid-19, parce qu'en fait, plus ou moins 80% des gens sont asymptomatiques ou développent des symptômes très légers. Et dès lors, plutôt que d'avoir une équation linéaire telle qu'on la conçoit dans le paradigme pasteurien où vous avez un virus qui va causer une maladie, il est beaucoup plus réaliste de modéliser cela comme le fait que vous avez un virus qui est couplé à une série d'autres facteurs et ensemble, cela va causer le Covid-19. Donc nous sommes face à une équation beaucoup plus complexe et donc qui dit problème complexe dit solution complexe également. Et dès lors, nous arguons que les politiques de lutte contre le Covid-19 ne doivent pas se limiter à cibler le virus, comme c'est beaucoup trop souvent l'affaire dans de nombreux pays, et qu'au contraire, il est important d'avoir une approche systémique, une vraie approche de santé publique, qui inclut les comorbidités, qui inclut les déterminants sociaux et qui inclut les modes de vie. Alors, à titre d'exemple, il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, que les gens qui sont carencés en vitamine D ont beaucoup plus de risques de développer une forme sévère de Covid-19. Donc là, la carence en vitamine D, ça peut être un des facteurs X, Y, Z là, qui pourrait être ciblé dans une politique globale de lutte contre le Covid-19. Si les gens ont 2 fois plus de chances d'avoir une forme grave de Covid-19 parce qu'ils sont carencés, on peut envisager de les supplémenter, par exemple. Alors, ici en haut, vous voyez de mon slide, vous voyez une citation de John Maynard Keynes qui est « When my information changes, I alter my conclusions. What do you do, sir ?» Donc, c'est quand on avait demandé à Keynes, on avait essayé un petit peu de l'attaquer et il disait « Écoutez, j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des nouvelles informations. Donc, forcément, quand on a une nouvelle information, il faut changer ses conclusions. » Donc notre argumentation dans ces articles, c'est de dire que comme on connaît beaucoup mieux la dynamique du SRAS-CoV-2 et de la Covid-19, il est nécessaire d'adapter régulièrement les politiques de santé publique et de les communiquer de façon claire vers le grand public et en particulier vers les populations vulnérables et les professionnels de santé. Donc on se trouve face à une prise de décision dans une situation d'incertitude, ce qui n'est pas aisé, hein, ce qui n'est pas confortable, mais qui nécessite d'autant plus un dialogue transparent avec les différentes politiques, avec les différentes parties prenantes à l'œuvre. Donc la première chose à faire, si on veut faire une bonne politique adaptée à l'évolution des connaissances, c'est de bien fixer l'objectif. Donc, au cours de la première vague,
on avait bien compris le message flatten the curve, donc écraser la courbe pour ne pas risquer de submerger les capacités hospitalières et de soins intensifs. Donc ce message était clair et était bien compris par la population. Les Anglais, eux, ils voulaient sauver le NHS, sauver leur système national de santé. Ça fait 20 ou 30 ans qu'ils décident de le détruire, mais là, tout d'un coup, ils ont voulu le sauver. Et donc, les gens se sont vraiment appropriés cet objectif. Mais maintenant, on ne sait plus trop quel est l'objectif de la politique qui est poursuivie dans certains pays. On croit deviner qu'il y a pas mal de pays qui visent à éradiquer le virus. Or, c'est un objectif beaucoup plus irréaliste parce que dans l'histoire de l'humanité, le seul virus qu'on ait réussi à éradiquer, c'est celui de la variole après des décennies de combat. Alors, autre chose importante, si on veut faire des bonnes politiques publiques, c'est d'avoir des mesures qui sont proportionnelles à la sévérité du risque. Et donc, en fonction de la sévérité du risque, il faut adapter les politiques. Alors, une autre leçon, disons, en matière de politique publique, c'est qu'il faut autant que possible baser ces politiques sur des bases probantes. Or, les mesures générales qui sont adoptées dans beaucoup de pays, telles que le lockdown, la fermeture des écoles, le port du masque à l'air libre, ce sont des mesures générales qui ont très très peu de bases probantes. Il y a des bases probantes, par exemple, sur le port du masque dans des lieux confinés, dans les transports en commun, etc. Ça, il y a, mais pas du tout pour ce qui concerne le port du masque dans la rue. Alors, par ailleurs, au-delà des effets directs qui sont attendus de ces mesures, il y a très très peu de preuves de leurs effets indirects. Donc, il y a quand même une évidence empirique qui montre qu'il y a des effets indirects non négligeables, parfois extrêmement négatifs, mais qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans la prise de décision politique. Alors donc, comme je vous ai expliqué, il est très important de ne pas se focaliser juste sur le virus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, parce que la maladie est beaucoup plus complexe. Dès lors, il est important d'adopter des mesures plus systémiques qui s'attaquent aux autres facteurs. Et enfin, une autre leçon importante, c'est qu'il est important de restaurer la confiance par une bonne communication et un dialogue avec toutes les parties prenantes. Ce qui est un échec dans beaucoup de pays où on constate qu'il y a de moins en moins de confiance de la population dans les décisions qui sont prises. Alors donc, en conclusion, ma présentation visait un petit peu à faire le plaidoyer pour un changement de paradigme. Donc, si on veut avoir des bonnes politiques de santé publique, de lutte contre le Covid, c'est important d'ouvrir un petit peu, de sortir un petit peu de sa zone de confort et de changer de paradigme. D'une part, en adoptant une approche beaucoup plus systémique au niveau des politiques et des systèmes, et y compris donc le renforcement du système de santé, comme l'a dit Jessica, avec l'idée de renforcer le système à la base, donc que ce soit le système de surveillance, le système de prise en charge d'hôpitaux, comme l'a dit aussi ma collègue Céline, avoir une meilleure façon de travailler entre la première et la deuxième ligne, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Autre besoin de changement de paradigme, c'est au niveau de la manière dont on conçoit la santé. Il est important d'adopter une approche beaucoup plus holistique. Pour l'instant, on voit qu'il y a une politique de lutte contre une et une seule maladie, en oubliant tous les autres facteurs, toutes les autres conditions de santé. Donc, pour rappel, comme le stipule la constitution de l'OMS, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça ne se limite pas à l'absence de maladie. Donc, c'est important, dans une vision de santé publique, d'avoir cette vision holistique de la santé et d'assurer un continuum de soins. Alors, au niveau de la recherche, dans le cadre de la lutte contre le Covid, on voit aussi qu'on a un peu une obsession sur les essais cliniques, les essais contrôlés randomisés, mais qui sont en fait beaucoup plus limités que ce qu'on voudrait bien croire, notamment du fait qu'ils ne prennent pas l'entièreté de la complexité de la maladie en compte et ne prennent pas le contexte en compte non plus. Il est connu en fait que les essais contrôlés randomisés ont une certaine validité interne, mais peu de validité externe du fait de tous les aspects contextuels qui ne sont pas pris en compte. Alors, toujours en conclusion, nous arguons pour, au-delà de la réaction d'urgence à l'épidémie, mettre l'accent
politique de santé basée sur la prévention, la promotion de la santé et la préparation aux épidémies, comme l'a dit Jessica. Donc prévention, promotion pour renforcer, si vous voulez, le terrain de santé de la population. Autre chose importante pour avoir des bonnes politiques publiques, c'est de cibler les principales vulnérabilités, à la fois les populations les plus vulnérables et les aspects les plus vulnérables de la maladie dans toute sa complexité. Et enfin, il est également important d'avoir une meilleure réactivité aux attentes des populations, notamment en termes de choix des politiques, des mesures qui sont prises, et d'adopter une communication responsable, avouant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ainsi, par exemple, récemment, il y a une étude qui a montré en Allemagne que les populations préféraient adhérer mieux à des mesures quand elles étaient conscientes que les mesures étaient prises dans un certain niveau d'incertitude, que quand on essayait de leur faire croire que ce qui était recommandé était la vérité absolue. Donc, il est important de la part de nos autorités de passer à une communication plus responsable et non pas culpabilisante de la part de la population. Voilà, merci. Et donc maintenant, je vais céder la parole à l'homme le plus médiatique de l'école de santé publique. Vous aurez tous reconnu le professeur Yves Copiters. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Je vais chercher ma présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, on la voit. Tu pourrais mettre en plein écran et comme ça, ce sera parfait. Merci. Parfait. Voilà, c'est mis. Alors, merci beaucoup, merci pour cette possibilité d'intervenir et on m'a demandé donc en quelques minutes d'avoir un regard critique justement sur la politique de santé publique belge sur l'épidémie de la Covid-19, mais aussi d'avoir un regard, je dirais, épidémiologique par rapport à cette crise. Alors bon, je vais pas rappeler la base, mais quand même en termes de santé publique, c'est questionnant. Sur les 7 coronavirus qui sont connus, 4 sont tout à fait, je dirais, anodins et circulent dans notre environnement et entraînent des syndromes respiratoires tout à fait banals. Et puis, trois autres sont beaucoup plus violents. Bien sûr, le SARS-CoV-1, donc la fameuse épidémie du SRAS en 2003, le MERS-CoV qui est toujours présent et pour lequel en Belgique il y a un plan, bien sûr, de prévention par rapport à l'importation de ce coronavirus, et puis le SARS-CoV-2 maintenant. Ce qui est important à comprendre en santé publique, c'est que 5 de ces 7, je dirais, coronavirus sont émergents, c'est-à-dire qu'ils ont émergé depuis les 25 dernières années. Donc, on comprend bien que ce type de famille de virus trouve, je dirais, un environnement tout à fait favorable, bien sûr, lorsqu'il se transmet de l'animal à l'homme, pour évoluer dans un scénario comme on le vit actuellement. Et donc, c'est vrai que cette réflexion sur l'émergence beaucoup plus importante de toute une série de micro-organismes depuis quelques années suite à nos transitions, nos transitions climatiques, nos transitions sociales et économiques, et cette mondialisation dans laquelle on est tout à fait questionnant et en termes de santé publique. Alors c'est vrai qu'Elisabeth l'a dit, sur ce virus, ce SARS-CoV-2, on avait beaucoup de craintes par rapport, je dirais, au SARS et au MERS-CoV, et c'est vrai qu'en fait, en termes de mortalité et de létalité, on s'est rendu compte que ce virus était, je dirais, moins, entre guillemets, dangereux, même s'il fait des dégâts, par rapport aux deux autres. Et c'est vrai que si on reprend maintenant les chiffres, la létalité hospitalière, donc le nombre de décès parmi les malades en hôpital est autour de 10-15%, donc c'est important, et en Belgique, on a une des létalités hospitalières les plus importantes. La létalité communautaire, donc le nombre de décès sur les cas positifs, est plutôt autour de 2-3%, et puis alors la mortalité, la vraie mortalité rapportée à la population, est, comme Elisabeth l'a dit, très faible, en tout cas en dessous de 0,5%. Et on le sait depuis le début que l'âge est le facteur de risque majeur, et l'âge, c'est la personne vraiment de plus de 75 ans, et en plus, si elles sont associées des comorbidités, c'est vrai que ça devient vraiment une population particulièrement à risque. Et donc, simplement en termes d'évolution des connaissances et de la gestion de cette épidémie, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, parce que si on reprend quelques grandes dates, je dirais, de la gestion de cette épidémie, le 9 janvier 2020, donc il y a quasi un an, les Chinois découvrent que c'est une infection avec un nouveau coronavirus. Le 10 janvier, on sait déjà tous que la transmission interhumaine est possible.
possible. Le 12 janvier, on diffuse au niveau scientifique international les séquences génétiques du virus pour tous se préparer, je dirais, à préparer nos tests essentiellement nos tests diagnostiques, les PCR. Le 19 janvier, l'OMS confirme que le virus se propage. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, tes dias ne défilent pas. Ah. Donc, je pense qu'il y a un problème dans le partage de ta présentation. Et nous avons plusieurs participants qui nous le mentionnent. Ah, zut. Désolée. Qu'est-ce que je dois faire? Partager et puis afficher en plein écran. Oui, c'est fait. Donc, qu'est-ce que vous voyez là, s'il vous plaît? Là, j'ai pas le partage d'écran, du coup, je ne sais pas diffuser le PowerPoint. Je ne le vois pas en fait. Il n'apparaît pas? Alors, là, je le vois, mais il n'est pas en plein écran. Ok. Ouais. Et maintenant? Non plus. Pourtant, il est en plein écran chez moi. Désolé. Est-ce qu'on ne peut pas le laisser en non plein écran alors? Oui, mais alors tu dois le faire défiler manuellement. Ok, d'accord. Est-ce que comme ça va? Est-ce que vous voyez suffisamment? Je pense que c'est très bien. Vas-y, continue. Voilà, donc le 2 février est rapatrié le premier cas de Chine, un Belge, et le 3 février, on le confirme sa positivité. Le 22 février, on a les premières images des clusters italiens. Le 1er mars, le second cas arrive en Belgique, et ça, ce n'est pas un cas importé de Chine, mais ça provient des vacances de carnaval, ça provient du nord de la France. Le 1er mars, on nous conseille de rester à la maison si on a des symptômes ou si on revient de l'Italie du Nord. Le 10 mars, on recommande le télétravail, on annule tous les événements de plus de 1000 personnes. Le 11 mars, le premier cas de décès en Belgique est déclaré et l'OMS déclare une situation de pandémie mondiale. Le 12 mars, on annule les visites dans les maisons de repos. Le 13 mars, on prend les premières mesures et on s'installe dans un confinement strict. Ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, il y avait toute une série d'éléments précurseurs et qui montraient tout à fait la gravité et l'arrivée attendue de cette épidémie sur notre territoire. Et c'est clair qu'il y a eu une sous-estimation de nos décideurs politiques et sans doute de toute une série d'experts par rapport, je dirais, aux risques potentiels, puisque à cette époque, et on était à la mi-février, début mars, où la ministre de la Santé déclarait que tout était prêt, fondamentalement, alors que fondamentalement, les experts disaient en coulisses que rien n'était prêt, en termes en tout cas de stratégie de prévention, même si les hôpitaux, eux, étaient plus réactifs parce qu'ils avaient un plan hospitalier d'urgence qui s'était mis en place. Alors, donc, excusez-moi, je dois tourner manuellement les dias. Alors, comme Elisabeth, donc je viens de tourner la dia, j'espère que vous la voyez. Comme Elisabeth l'a montré, la stratégie était d'aplatir la courbe. C'est-à-dire que si on laissait la courbe rose s'exprimer, donc on dépassait rapidement le seuil hospitalier, je dirais la capacité de nos lits hospitaliers, donc c'est la ligne horizontale dans mon schéma. Et c'est clair que la volonté était d'aplatir cette courbe, et on l'a vraiment aplatie. Mais aplatir la courbe, ça veut dire une épidémie plus longue. Hein, ça ne veut pas dire fondamentalement moins de cas, on est bien d'accord, mais ça veut dire une épidémie qui s'étend dans le temps avec une maîtrise des situations les plus compliquées et donc une maîtrise de la mortalité. Alors si on reprend, je viens de tourner aussi la diapositive, si on reprend, alors ça c'est un schéma un peu simpliste, mais c'est pas grave, ces deux vagues qui se sont succédées, vous regardez donc en rouge, ce sont simplement les hospitalisations. Hein. La première vague, vous la voyez bien, et puis ce plateau qu'on a eu en juin, juillet, août, et puis cette seconde vague, et qu'est-ce qu'on observe? Qu'une épidémie, c'est une phase ascendante exponentielle, et puis c'est un plateau au sommet, et puis c'est une phase descendante qui prend plus de temps que la phase ascendante, hein, et on l'a très bien vu dans la première vague. Dans la deuxième vague, c'est un peu plus compliqué parce que la phase ascendante a été exponentielle, et puis il n'y a pas eu de plateau. C'est-à-dire qu'on a d'emblée démarré la phase décroissante parce que les mesures qu'on avait mis, et regardez les mesures, on avait commencé à fermer l'Eureka, je ne vois pas très bien les dates, mais on est à début novembre, et on voit que cette mesure a déjà eu une efficacité, et puisque 15 jours après, on atteignait, je dirais, le sommet, je dirais, de la seconde vague, et puis on a démarré le confinement
le confinement actuel, le confinement partiel, au sommet de la seconde vague, c'est-à-dire beaucoup trop tard. Et en fait, ce confinement n'a pas joué beaucoup, n'a pas influencé fortement les choses, si ce n'est potentiellement qu'il a prévenu le plateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce plateau attendu au sommet de cette seconde vague, et sans doute que le confinement dans lequel on est a participé à ça. Donc voilà, donc, en fonction vraiment des mesures que l'on prend, là aussi la rapidité du confinement, et on le voit bien en première vague par rapport à la deuxième vague, et aussi le fait que le déconfinement doit se faire le plus tard possible. Ça avait très bien fonctionné, je dirais, dans la première vague, on avait déconfiné très tardivement. Par contre, dans la deuxième vague, je dirais, mais là, on n'était pas dans le même type de scénario. Bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est qu'en fait, on a une épidémie avec un virus assez stable, qui change peu, qui mute peu. Alors oui, on parle de mutation, etc. en Angleterre, mais fondamentalement, en termes de contagiosité, de forme clinique, il est assez stable, il évolue à bas bruit, et il semble quand même qu'il y a des indices pour dire qu'il était déjà présent potentiellement dans les populations européennes avant janvier 2020. Alors, ce qu'on a très peu documenté, c'est le rôle des animaux susceptibles. C'est-à-dire qu'on a vu dans certains pays du nord de l'Europe où on a abattu toute une série d'animaux, parce qu'en fait, les animaux se contaminent par la Covid-19, et on ne sait pas très bien le rôle qu'ils vont jouer dans l'avenir comme réservoir potentiellement intermédiaire, puisqu'on n'a toujours pas bien documenté quels étaient les réservoirs intermédiaires entre la chauve-souris et l'homme, et donc il y a toute une série d'espèces animales qui pourraient jouer ce rôle dans l'avenir. Les voies de transmission sont classiques, là, si ce n'est qu'on avait sous-estimé l'aérosolisation lors de la première vague, on avait parlé des micro-gouttelettes, des postillons, des surfaces contaminées, mais le phénomène d'aérosolisation avait nettement été sous-estimé. Et puis alors, on a un virus qui a une forte transmission, une forte contagiosité, mais une mortalité modérée, et ça se confirme quand même dans le temps. L'histoire clinique est complexe, et on la découvre avec ses formes inflammatoires pulmonaires, avec ses complications vasculaires, et donc c'est vrai que l'histoire clinique est complexe, ce qui montre absolument que la recherche sur les thérapeutiques est une piste d'avenir, et aussi pour sortir du bout du tunnel, c'est qu'il faut vraiment investir dans la recherche fondamentale sur la gestion de ces complications cliniques. Il n'y a pas d'effet saisonnier clair, mais on se rend compte que certains paramètres environnementaux sont protecteurs, et on le voit bien dans certains pays d'Afrique, par exemple, en Afrique en général, ou en fonction des saisons chez nous. C'est clair que les rayonnements ultraviolets ou d'autres types de facteurs environnementaux jouent par rapport à ce virus. Et puis alors l'immunité croisée acquise, on en a peu parlé. L'immunité croisée, c'est simplement le fait d'avoir cette immunité cellulaire ou cette mémoire immunitaire par rapport à des infections de coronavirus autres. Et l'immunité acquise, on a bien vu qu'elle était elle ne faisait pas fondamentalement partie de la stratégie, puisque malheureusement, il y a une certaine labilité dans l'immunité acquise lorsqu'on a été en contact avec la maladie. Alors, si je reprends les courbes de Cienzano, vous avez en haut la courbe des cas confirmés, en haut à gauche, en haut à droite les hospitalisations, en bas à gauche les soins intensifs, et puis la mortalité. Mais on voit très bien l'expression de ces courbes, avec chaque fois un décalage dans le temps. Entre les transmissions, il faut un décalage de 15 jours, 3 semaines pour que l'expression se fasse sur les hospitalisations et les soins intensifs. Et on voit très bien aussi le plateau actuellement qui s'inscrit, qui est trop haut. Donc un plateau qui démarre au milieu de la descente, malheureusement c'est un plateau trop précoce qui montre que les mesures actuelles ne sont toujours pas assez efficaces pour limiter les transmissions. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que la masse critique, entre guillemets, et ça fait poser la question sur la vaccination et les publics cibles, la masse critique des personnes, je dirais, qui participent à la contamination ou en tout cas à la circulation du virus, c'est bien la population des 20-50 ans. Et c'est d'ailleurs plus les femmes que les hommes, mais on n'a pas le temps de discuter sur des hypothèses qui expliquent ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la circulation du virus est surtout entretenue par cette masse de ces populations actives de 20-50 ans. Autre chose intéressante, c'est qu'on voit maintenant des indicateurs un peu différents. Ici, on est simplement dans les patients qui sont confirmés Covid-19 en médecine générale. Et regardez en fait l'évolution. C'est quoi les patients qu'on voit en médecine générale? C'est surtout des patients asymptomatiques. Et donc c'est une pathologie très sournoise entre guillemets, puisque la majorité des gens sont asymptomatiques, ou bien font une infection respiratoire assez basique, ou bien ont simplement un symptôme comme l'anosmie ou un symptôme particulier qui est parfois difficile, je dirais, à rattacher au syndrome lié à la Covid-19. Alors, si on regarde aussi un indicateur très important pour l'instant, c'est le taux de positivité, c'est le nombre donc de
personnes qui ont un test positif parmi l'ensemble des personnes testées. Mais regardez, ce qui est inquiétant, c'est que d'abord ce taux de positivité se stabilise autour de 10%, donc je pense qu'on est à 8-9% pour l'instant, mais le taux de positivité malheureusement se stabilise dans toutes les tranches d'âge. Et regardez, les plus de 65 ans ou même tous les âges confondus, la positivité est très importante. Donc malgré, je dirais, une bonne adhésion de la population aux mesures, sans doute que même les populations les plus fragiles se protègent encore mieux. Malgré ça, on n'arrive pas, je dirais, à empêcher, je dirais, la pénétration du virus dans des milieux de vie où se trouvent ces populations les plus vulnérables. Alors, ce qui est important aussi de regarder, c'est toujours cette mortalité. Mortalité en 2 vagues, on est bien d'accord, mais mortalité tout à fait liée à l'âge, hein, des personnes de plus de 75 ans. Et alors, je reviens sur quelque chose que Elisabeth avait discuté, ben, c'est la surmortalité. Et donc ici, j'ai repris un graphique de StatBell qui vient d'être mis à jour, et on voit bien la surmortalité par rapport, je dirais, à une mortalité de base. Donc la courbe noire horizontale, c'est la mortalité de base moyenne entre 2009 et 2018, et puis la courbe orange supérieure, c'est bien donc les décès dus à la Covid-19. Et on voit vraiment 3 moments de surmortalité, mais 2 liés à la Covid-19 et 1 lié au milieu à l'été. Donc il y a bien cette surmortalité liée à la première vague, cette surmortalité liée à la deuxième vague, donc ce sont les deux pointes à droite et à gauche, et puis au milieu, en juillet, une surmortalité liée à la canicule qu'on a eue pendant l'été et qui est tout à fait visible. Ce qui est inquiétant pour l'instant, c'est la courbe de la surmortalité de la deuxième vague qui se stabilise aussi, hein, qui ne continue pas sa descente. Et donc, il y a quand même des facteurs explicatifs actuellement qui font que la surmortalité de cette seconde vague reste malheureusement trop importante. Et là aussi, il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Alors j'avance parce que le temps passe. Donc ce qu'on apprend de tout ça, c'est qu'on a eu un système de santé qui a failli et qui malheureusement n'a pas, je dirais, montré toute son efficacité pour gérer cette épidémie, si ce n'est un système hospitalier qui a quand même été flexible, robuste, mais quand même qui a montré toutes ses limites par rapport, je dirais, à un nombre limité de personnes. Le taux de positivité est un indicateur très important qu'on a mis du temps, je dirais, à officialiser, puisqu'on l'a officialisé quasi après l'été, mais ce taux de positivité est très important et est fonction du nombre de tests. Donc si aujourd'hui le nombre de cas augmente, et on le voit depuis 2-3 jours, peut-être que c'est aussi lié à la stratégie de test qui augmente aussi en parallèle. Donc par contre, la stratégie de test est tout à fait non optimale pour l'instant, c'est-à-dire qu'une stratégie de test doit toujours être associée à un suivi de contact et à une stratégie d'isolement et de mise en quarantaine. Or, en Belgique, on n'a qu'une vision assez quantitative des tests, c'est-à-dire qu'on teste, mais le suivi de contact ne suit pas et il n'y a pas vraiment de stratégie d'isolement, une vraie stratégie de santé publique à l'échelle de la population pour faciliter l'isolement et la quarantaine. Et donc là, je pense qu'on se trompe complètement lorsque on se vante d'être le pays qui teste le plus par rapport aux autres pays. On a eu une double épidémie, je ne vais pas revenir sur la problématique des maisons de repos, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que c'est une analyse épidémiologique tout à fait particulière en maisons de repos par rapport à la population en général. Et puis c'est clair que on a un gros problème qui a été mis en avant par Elisabeth, c'est ce manque de leadership, malgré un travail considérable à tous les niveaux de pouvoir en Belgique. Et donc c'est vrai que la multiplicité des responsabilités de la santé et de la santé publique n'a pas favorisé vraiment cette coordination homogène et ce pilotage de la crise. Et puis les problèmes de communication, on peut en discuter, mais ils sont encore tout à fait réels dans cette crise. Et c'est clair qu'au niveau épidémiologique, on le sait très bien, chaque jour de retard entraîne plus de cas et de décès. Et tout ça est dû à beaucoup de facteurs, mais le manque de coordination à l'échelle européenne n'a pas facilité, je dirais, le fait qu'on soit éventuellement plus réactif. Et je prends l'exemple de la situation actuelle. Peut-être qu'actuellement, de nouveau, on prend du retard sur l'épidémie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à gérer fondamentalement cette seconde vague. Et les publications montrent vraiment que si on est systématiquement dans des lockdowns, je suis désolé d'utiliser le terme, mais en tout cas des confinements stricts pendant des plus courtes périodes, on aura une meilleure efficacité sur un plan sanitaire, mais en tout cas, on aura aussi moins de conséquences négatives sur les autres volets de la société. Alors, c'est clair que le confinement reste quand même le gold standard de la prévention lorsque les stratégies de prévention ne sont pas prêtes. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait répliquer ça dans l'avenir pour d'autres épidémies, mais en tout cas, ici, on n'avait pas vraiment beaucoup le choix. Par contre, les stratégies qui devaient montrer leur efficacité, le testing, les masques, le suivi de contact, l'isolement, si
ciblées sont des stratégies qui sont encore malheureusement sous-utilisées actuellement chez nous. Et puis alors, c'est vrai que la crise a mis en avant, au détriment de la santé publique, de la compétition, des jeux de pouvoir et d'influence de différents organes. Et je parle pas que des politiques, hein, je parle aussi des organes scientifiques. Et ça, c'est clair, et ça joue vraiment, je pense, toujours un rôle néfaste dans la gestion de l'épidémie. Je termine avec 2-3 diapositives. J'aurais bien voulu vous parler des aspects d'inégalité de santé. C'est vrai que cette crise a accentué les inégalités de santé en Belgique et ce serait vraiment intéressant que des études soient mises en place pour documenter ça. Mais ce qu'il faut aussi se rendre compte en Belgique, c'est que c'est très difficile d'avoir accès aux données. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mainmise des données par Ciensano, par les fournisseurs de données, et la disponibilité des données pour essayer de faire des recherches plus approfondies ou avoir d'autres types de variables est très compliquée par rapport, je dirais, à des données officielles. Alors ça, j'ai repris simplement un graphique qui a été publié, je pense, dans Le Monde hier ou avant-hier, qui s'est basé sur une étude européenne et qui montrait, je suis désolé, c'est un peu flou, la place de la Belgique par rapport aux autres pays lorsqu'on met la relation entre le nombre de décès en vertical et en horizontal, l'évolution du PIB au deuxième trimestre de 2020 et donc les conséquences économiques de la crise. Et alors, il classe les pays, et vous voyez que la Belgique est en bas, les pays qui ont sollicité l'économie, qui ont sacrifié l'économie pour sauver des vies, ce sont tous les pays à gauche de la ligne rouge, et puis les pays qui ont plutôt sauvé l'économie, entre guillemets, au détriment de la vie, ce sont les pays à droite. Et la Belgique, en fait, on est entre deux. C'est-à-dire que la Belgique a voulu bien sûr sauver des vies, on a mis l'humain prioritaire par rapport à l'économique, mais les stratégies n'ont malheureusement pas été suffisamment efficaces. La mortalité est terrible et a été terrible, et les conséquences sociales et économiques sont aussi terribles. Et donc la Belgique, lorsqu'on voit bien, lorsqu'on est dans des stratégies, on n'est pas incisif dans ce qu'on veut faire, ben en fait, on fait plus de tort que de bien dans toutes les dimensions, malheureusement, qu'on veut protéger. Je termine avec simplement cette diapositive de conclusion. C'est vrai que cette épidémie est d'autant plus forte si la densité de la population est importante en fonction des caractéristiques d'origine ethnique, de pauvreté ou de différences sociales, économiques, etc. Donc ce sont toutes des dimensions qui doivent absolument être documentées. Les clusters de contamination, ces fameux foyers de contamination sont de mieux en mieux documentés, enfin en Belgique, et on comprend bien que les contaminations se passent essentiellement dans la famille, mais aussi dans l'entreprise, à l'école et dans d'autres milieux de vie. Et on espère vraiment mieux documenter ça dans l'avenir. Et c'est clair que cette communication scientifique et politique tout à fait incohérente depuis le début a eu des vraies conséquences sur la gestion de la crise et sur les conséquences en termes de morbidité et de mortalité. Et je pense fondamentalement que c'est aussi notre responsabilité de santé publique d'aller aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors je n'ai pas dit qu'il fallait absolument trouver des responsables et pointer une personne par rapport à une autre, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gens ou des institutions qui ont des responsabilités sur les conséquences de cette crise, et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi documenter ça. C'est vrai que dans Belgique, on n'a toujours pas une vision à moyen terme de la gestion de l'épidémie. Alors c'est vrai que les vaccins donnent un peu d'espoir, mais fondamentalement, on sait très bien que cette épidémie va rester, en tout cas le virus va rester pendant des mois, voire éventuellement des années encore dans nos contextes, et c'est vrai qu'il faut travailler sur des plans de riposte beaucoup plus globaux, comme Elisabeth l'a mentionné. Le virus, il est latent, il va rester, et donc le vaccin n'est pas la solution miracle. Il faut aussi travailler sur des thérapeutiques, et donc il faut que la recherche fondamentale nous amène fondamentalement des antiviraux préventifs ou des médicaments qui diminuent le poids des complications et de la mortalité. Et alors bien sûr, le vaccin ne sera pas la solution miracle, même si ça nous donne à tous beaucoup d'espoir, mais il faudra dans le temps beaucoup de vaccins différents et qui soient accessibles et puis qui soient, je dirais, qui montrent leur efficacité dans le temps. Alors simplement, ben voilà, je vous remercie. Et c'est clair que en termes de stratégie de santé publique, est-ce qu'on était dans une vraie gestion de crise, à gestion des risques? Est-ce qu'on a vraiment mis en avant la gestion des risques par rapport, je dirais, aux autres risques que nous prenons tous les jours dans notre vie et puis aux autres pathologies? Et c'est clair que c'est une dimension sans doute que nos politiques n'ont pas encore bien appréhendée. Et il y a toujours cette non-responsabilisation ou cette non-volonté de responsabiliser les gens par rapport à une prise de risque qui est tout à fait réelle dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie.
Merci beaucoup Yves et les collègues. Nous invitons les participants parmi vous qui le souhaitent à écrire des questions. Si vous avez des questions à nous formuler, nous sommes là encore quelques minutes pour y répondre. Alors, je vais rebondir sur ton dernier bullet point, Yves, en parlant des vaccins, pour vous dire déjà de réserver, de booker votre agenda, parce que le prochain webinaire de l'École de santé publique aura lieu le jeudi 4 février et sera justement consacré au thème des vaccins. Donc, il s'intitule « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vaccin contre le Covid-19 sans oser le demander ». Et ce sera une discussion avec Béatrice Suenen, qui est vraiment la grande spécialiste de vaccinologie de l'École de santé publique. Donc, 4 février, même heure, webinaire comme celui-ci, mais vraiment accaparé, disons, par une seule question, celle des vaccins. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question là qu'on va publier de Monsieur Wery. Donc, qui nous encourage à continuer les webinaires. Ben oui, ben voilà. Donc, le prochain aura lieu le 4 février, donc après la session d'examen. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Sinon, les collègues, vous pouvez peut-être vous remontrer. Et si vous avez des visions transversales à partager sur base de nos 4 présentations. Catherine, est-ce qu'on a répondu à tes attentes en termes d'interdisciplinarité? On a eu un peu de tout. On a eu des sciences sociales, des sciences politiques, de l'épidémiologie. Je pense que c'est un vraiment bon début. C'est vrai qu'on pourrait encore en rajouter d'autres, mais le format étant limité dans le temps ne nous permet peut-être pas de voir tous les volets, mais c'est un vraiment bon début avec des approches très complémentaires les unes des autres. Qui, je pense, permettent à nous-mêmes et à notre public de voir un petit peu plus loin et de prendre un recul vis-à-vis de tout ce qu'on lit à gauche, à droite, pas uniquement dans les médias, mais aussi dans les articles scientifiques qui sont très, très pointus, remettre dans un contexte. Moi, je voudrais vraiment vous remercier. Je ne vois pas qu'il y ait grand monde qui pose des nouvelles questions, malheureusement. C'est vrai que le format ne nous aide pas beaucoup. Il y a une question quand même qui a été posée sur les différences entre États, limitées à la limitation des soins de santé aux patients. Je ne connais pas, je comprends pas exactement la question, mais je voudrais quand même répondre. Peut-être que Yves pourra me compléter sur le fait que c'est vraiment qu'on ne peut pas comparer 2 pays en faisant abstraction du contexte, parce que certes il y a des donc le déroulement, disons, de l'épidémie est lié en grande partie au contexte dans lequel l'épidémie tombe, si vous voulez. Donc, il y a des facteurs, comme Yves l'a dit, des facteurs de densité, des facteurs climatiques, des facteurs quand même saisonniers, liés au profil démographique, qui font qu'un pays va être plus touché qu'un autre. Et donc, on ne peut pas comparer directement ce qui est fait par un État avec un autre sans prendre en compte justement l'influence du contexte. Alors la Belgique, justement, se positionne quand même assez mal dans le panorama mondial, hein, avec le taux de mortalité lié au Covid le plus mauvais du monde, en fait. Mais Yves pourra peut-être donner quelques explications à ce sujet. Mais bon, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'on a une population particulièrement âgée, particulièrement dense, particulièrement affectée par des comorbidités, et qu'en fait, en Belgique, il va toucher la question des déterminants sociaux de la santé.
Donc en Belgique, on voit quand même des différences entre les régions du pays. C'est principalement Bruxelles et la Wallonie qui sont touchées, plus que la Flandre. Mais c'est pas lié à des différences génétiques, mais c'est vraiment lié, à mon sens, à tous des déterminants sociaux, au fait que les gens sont plus pauvres, ont une moins bonne santé de base, plus de comorbidité, etc. Yves, tu as peut-être des compléments à ajouter à ce sujet? Oui, et puis cette gestion des personnes âgées en Belgique, entre guillemets, avec ce modèle des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, qui est un modèle qui n'est pas particulier à la Belgique, puisque l'Angleterre a ça, la France a ça avec ses EHPAD, etc., mais qui pose quand même des questions en termes de gestion d'une épidémie ou en termes d'anticipation. C'est-à-dire que je pense que cette épidémie doit faire au moins revoir le système de gestion de ce type de collectivité, puisque les études montrent très bien que ce sont les grandes maisons de repos avec beaucoup de personnel, etc., qui ont été le plus à risque et dans lesquels la mortalité elle a été la plus importante. Donc, je dirais, il y a des schémas économiques qui ne sont pas du tout favorables, je dirais, par rapport à ce type d'épidémie. Et puis, je pense que ça doit aussi nous faire réfléchir à des modèles alternatifs, et ça, je m'adresse à Céline, aux sciences humaines, etc., des modèles alternatifs par rapport, je dirais, à qu'est-ce qu'on veut pour nos populations, pour nos aînés, pour nos parents dans l'avenir. Est-ce qu'on veut continuer dans ce type de schéma qui est sur un plan sanitaire et de détresse psychosociale est terrible, ou est-ce qu'on veut d'autres choses? Et donc c'est vrai que je pense que ce contexte particulier des maisons de repos est un contexte vraiment qui a favorisé cette mortalité. Merci. Alors il y a une réaction de Béatrice Fenel, qui est notre future guest star du webinaire du 4 février, qui rappelle que la nécessité de la préparation aux maladies émergentes a été demandée depuis 2009, mais que la préparation a vraiment été oubliée par les politiques en Belgique, probablement liée au fait de la déconstruction de l'État et du fait d'avoir une gouvernance complètement fragmentée, hormis donc le plan hospitalier. Et puis alors, il y a quelqu'un qui demande, ça c'est plutôt pour Florent, on demande si les présentations seront disponibles via des plateformes de partage ou pour l'ESP. Je ne sais pas si la vidéo, si c'est possible de poster la vidéo quelque part. Donc ça c'est peut-être une question pour Florent. Oui, on va essayer de les mettre sur le site de l'ESP, comme ça sera disponible pour tout le monde. Sur le site, ok. Donc nous, on pourra partager nos PowerPoint aussi si ça intéresse sur le site de l'ESP. Merci Florent. Oui. Si je peux ajouter des éléments par rapport à l'interpellation de Yves, je pense qu'effectivement, tout l'intérêt d'avoir déployé une méthodologie qui nous permet d'aller observer comment dans différentes maisons de repos, la situation a été gérée, comment différents paramètres, non seulement la taille, mais aussi effectivement la connexion à la première ligne, notamment aux médecins généralistes. On a assisté à différents types de collaboration avec les médecins généralistes responsables individuellement des patients. On a assisté aussi à différents types de configurations de liens entre ces maisons de repos et les hôpitaux. Et donc, on est en train vraiment de décortiquer les éléments qui permettent de comprendre également comment à ce niveau-là des modèles de gestion différents ont pu être développés. Et puis alors effectivement, je rejoins mes collègues sur la question de l'anticipation, de la capacité à se projeter sur le long terme de la part des décideurs, et aussi de la façon surtout de se connecter. On parlait de liens avec les organisations professionnelles. On peut aussi marquer différents moments aussi de liens avec les organisations professionnelles dans différents métiers, avec de liens aussi avec les différents secteurs de la santé. Et donc, je pense que ça, c'est un facteur important aussi, c'est de montrer comment à différentes étapes, il y a eu des vrais canaux d'information adaptés entre la décision politique et puis, les différents groupes professionnels. On a vu à un moment donné, par exemple, que la première ligne a tapé du poing sur la table, se sentant en première vague très peu entendue finalement dans les problématiques qui étaient pourtant assez aiguës à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça pose des questions aussi en termes de les courroies de transmission adaptées qui peuvent exister, les bons canaux d'échange qui peuvent exister entre ces différents types d'acteurs pour vraiment des décisions d'action publique. Bien sûr, la décision politique, elle doit être assumée et prise par les décideurs, mais que l'information puisse passer et qu'il puisse y avoir des bonnes façons de communiquer.
Merci. Alors, il y a des nouvelles questions. Il y a une question notamment de Morgane sur a-t-on une idée de l'impact de la conversion des services hospitaliers en services Covid et donc de la postposition de la gestion des autres problèmes de santé? Je ne sais pas s'il y a une étude sur la question qui est faite en Belgique, mais au niveau mondial, au niveau international, oui, il y a des études qui montrent justement un effet assez dramatique. Et ça faisait partie justement de ces effets négatifs secondaires qui ne sont pas nécessairement pris en compte suffisamment lorsqu'on prend une décision. Peut-être qu'il y a des collègues qui pourront répondre. Puis il y avait aussi une interpellation de monsieur ou madame Bergman sur le fiasco de la stratégie de testing. Donc ça, peut-être que Yves peut en parler. Céline, peut-être sur les hôpitaux et Yves sur les tests ou... Alors sur le test, oui, donc le fiasco est réel dans le sens où on tombe, comme je l'ai dit, dans une dérive quantitative. Or, c'est pas le quantitatif qui est utile, c'est vraiment le fait que les personnes testées positives puissent d'abord avoir le résultat du test dans les 24-48 heures. Alors, c'est le cas actuellement sur les laboratoires privés, mais les laboratoires académiques semblent plus lents parce que sans doute ont plus de surcharge de travail sur d'autres types de diagnostics. Mais quoi qu'il en soit, il faut après que cette personne s'isole, une vraie quarantaine, donc, et puis il faut surtout faire le suivi de contact. Et donc, le fiasco du testing vient au fait que tout ça n'est pas relié et qu'il y a une incohérence. Et voilà. Et alors, je pense aussi que cette volonté de ne pas introduire ces tests rapides antigéniques est une erreur fondamentale. On savait très bien que pour passer l'hiver, il fallait un test rapide discriminant pour savoir si on était Covid positif ou une autre infection respiratoire. Et bon, je pense que la première ligne de soins est en train simplement actuellement de tester ces tests rapides dans leur stratégie de prise en charge. Et donc là, c'est beaucoup trop lent. Donc je ne sais pas, on a eu la même frilosité avec les tests rapides sérologiques. Et donc je pense qu'on est quand même avec un pouvoir public et des experts et des institutions publiques assez, je sais pas moi, conservatrices, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas qui ne sont pas vraiment dans l'innovation et en tout cas la réactivité. Voilà, donc c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, donc notre recherche, elle se centre sur la première ligne, hein, et donc sur la collaboration entre première ligne et deuxième ligne aussi, hein, mais vraiment centrée sur la première ligne. Donc je ne me prononcerai pas, je pense qu'il l'a très bien fait concernant les stratégies de testing et les problématiques qui se sont posées au cours du temps. Sur l'aspect que tu as évoqué précédemment, Elisabeth, relatif aux études qui sont actuellement menées sur les effets pour les autres pathologies. Donc voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de recherches en cours. Je peux dire en tout cas qu'au sein du groupe de recherche, c'est Anna Begengoechea et Jessica Mélier qui travaillent sur la question de la gestion des douleurs chroniques, hein, et qui mettent en évidence précisément la manière dont certaines pathologies précisément ont été moins bien prises en charge dans certains contextes que ça n'est le cas en situation de routine. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de travaux quand même qui sont en cours également sur ces aspects-là. Voilà, il faut laisser du temps aussi parfois à la recherche qui n'est pas toujours celui de la médiatisation ou de la décision. Hein, c'est pour ça que voilà, on est là quand même aussi aujourd'hui pour montrer qu'on est présent sur ces sujets et qu'on a envie de pouvoir échanger avec les différents types d'intervenants. Ok, merci. En effet, bon, la recherche continue et en fait, l'horizon de la recherche est souvent décalé par rapport aux horizons de la prise de décision, ce qui est un petit peu problématique et qui justement oblige à prendre des décisions dans la plus grande incertitude. Quelqu'un a-t-il encore... Jessica, tu voulais intervenir encore ou non? Catherine? Oui, peut-être que juste répondre parce qu'il y avait un tout premier commentaire qui avait été fait. Donc, remercier déjà pour le commentaire et donc sur les questions de diplomatie sanitaire. Donc, effectivement, il y a dans la revue de littérature qu'on a menée, il y a aussi cette réflexion autour de l'intersectorialité, hein, et on en a un peu parlé, je pense que chacun en a parlé, c'est pas juste santé, c'est aussi comment d'autres secteurs comme la diplomatie, bon, on a vu ici l'armée parfois, donc c'est vraiment interministériel et pas gouvernemental, pas sociétal, etc. Et donc comment au niveau international aussi, on peut améliorer la collaboration et nord-sud et nord-nord, on aurait envie de dire aussi quand on voit au niveau européen. Donc voilà, c'était juste pour répondre aux commentaires ici. Et donc,
voilà, au niveau des services de soins, une réflexion personnelle que l'on essaie d'aller voir quand même en Asie, qu'est-ce qui se passe, parce que je crois qu'ils sont dans une dynamique tout à fait différente, et Asie, il y a aussi la Océanie, Nouvelle-Zélande, etc. C'est vraiment une toute autre dynamique où, voilà, on a l'impression qu'ils ont moins interrompu des services autres, ils ont eu un impact un peu différent, une gestion un peu différente du Covid. Mais c'est pour un autre séminaire, peut-être un prochain webinaire sur les réponses internationales à cette maladie. Et en analysant bien le contexte, parce que les interventions n'ont jamais d'efficience propre, c'est toujours en interaction avec leur contexte. Toute la difficulté des sciences de la complexité. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation. Peut-être que Catherine pourra clôturer. Et d'ores et déjà, excellente fête de fin d'année. Meilleurs vœux pour une année 2021 bien meilleure que la 2020. Et on se retrouve, pour ce qui nous concerne, lors du prochain webinaire le 4 février. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup Jessica, Céline et Yves pour ces 4 présentations très intéressantes. Nous étions une 60aine à écouter, à participer, et je voudrais vraiment remercier toutes ceux et celles qui ont posé des questions. Cela montre aussi qu'on est dans des embryons de croisement de regards et d'idées, et que ça vaut bien la peine de continuer ce genre de webinaire. Un grand merci à tout le monde, bon après-midi, et puis passez des bonnes fêtes de fin d'année chaleureuses, même si c'est un peu confiné, et à l'année prochaine. Un grand merci tout le monde.